Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et cet après-midi, nous allons nous intéresser dans le cadre de nos émissions Villes et bâtiments durables à l'économie circulaire appliquée aux bâtiments. Avec moi, 3 personnes pour en parler et on va voir 2 exemples et puis on va avoir quelqu'un qui va nous poser, on va dire, le cadre général. À ma gauche, monsieur Fabio Mastroianni, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur promotion Pierre et Territoire pour le groupe Procivis Immobilier. Et je vais vous demander de nous présenter ce groupe. Alors le groupe Procivis Eure-et-Loire, c'est un... C'est Eure-et-Loire. Oui, Eure-et-Loire, puisqu'on est un réseau coopératif national organisé par département ou par région. Nous, on est départemental, on est acteur de l'habitat sur tous les métiers de l'immobilier. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est pour la promotion immobilière, mais on est aménageur, lotisseur, constructeur de maisons individuelles et également agence immobilière. À côté de vous, Nicole Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de Vicona et je vais vous demander de présenter le Vicona. Donc Vicona est une marque de concepteurs gamistes, façades et menuiseries qui existe depuis 70 ans en France et qui est une marque allemande à l'origine. Marque allemande à l'origine. Et à côté de vous, monsieur Sylvain Laurenceau, bonjour. 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 Ça fonctionne. Et vous êtes responsable économie circulaire au CSTB, tout simplement. Exactement. Alors, je vais vous demander à vous de nous poser le décor, de nous dire ce qu'est l'économie circulaire appliquée au bâtiment. Alors, si on parle d'économie circulaire appliquée au bâtiment, on fait quelque part, on introduit 2 dimensions supplémentaires par rapport à l'acte de construire existante. Le premier, c'est vraiment d'optimiser le cycle de la matière et donc d'allonger au maximum les cycles en intégrant du coup une dimension temporelle et en essayant de penser ce qu'on va faire derrière à la fin de ce premier cycle. Et la deuxième dimension, c'est une dimension qui est plus territoriale, donc on introduit une dimension spatiale en activant les ressources du territoire. Et donc pour le bâtiment, si vous voulez, c'est une dimension c'est un enjeu qui est très important parce que ça recoupe 4 sujets qui sont sur lesquels le bâtiment est vraiment très important. Le premier, c'est clairement les ressources. On voit aujourd'hui qu'on a, régulièrement en août, on se rend compte qu'on a dépassé le seuil de consommation des ressources, qu'on a triplé les ressources l'extraction de ressources entre 70 et 2010. Et il y a des problèmes qui apparaissent, qui commencent à apparaître en tout cas, et qui vont se traduire certainement par des augmentations des prix des matières premières. Le deuxième sujet, c'est la question des déchets. Le bâtiment, c'est 42 millions de tonnes de déchets. L'ensemble des déchets ménagers, c'est 30 millions de tonnes. Donc on voit qu'on est quand même clairement sur des volumes qui sont très importants et sur lesquels on n'a pas forcément mis beaucoup d'action autour de ça. Et donc il y a beaucoup de développements qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Le troisième sujet, c'est le carbone. On voit que c'est vraiment un sujet très systémique qui nous touche tous. Et aujourd'hui, à peu près 60% des émissions de carbone sont liées à l'extraction, à la transformation des matières premières et à la fabrication des produits. Donc on ne peut pas dissocier une politique carbone assez ambitieuse sans intégrer les questions de matérialité. C'est que les 2 sont clairement liés. Et puis le dernier point, justement en termes de ressources, d'activation des ressources du territoire, c'est l'emploi. On voit sur les déchets ménagers justement qu'il y a un facteur 30 en termes de création d'emplois entre de l'incinération et du recyclage. Il y a un facteur de 100 entre l'incinération et le développement du réemploi. Donc, sur ces 4 sujets, vraiment, le bâtiment est central et c'est pour ça qu'il est très concerné par la thématique. Bâtiment central et processus vertueux. Au CSTB, comment vous accompagnez les acteurs sur cette démarche économie circulaire? Alors nous, au CSTB, on a deux choses. On a des activités plutôt de production de connaissances et de diffusion pour justement apporter des ordres de grandeur, des référents, diffuser des retours d'expérience et favoriser comme ça le développement des connaissances. Et puis après, on accompagne directement les acteurs. Au niveau des produits, c'est généralement quand un acteur souhaite développer l'intégration de matières recyclées dans son process, donc là, ou qu'il souhaite développer le réemploi, donc on travaille beaucoup sur la fiabilisation des procédés pour qu'ils soient aptes par rapport aux usages qu'on souhaite en faire, et sur l'analyse des externalités, qu'elles soient environnementales ou socio-économiques. Derrière, on accompagne aussi au niveau des bâtiments ou les maîtres d'ouvrage pour développer des bons indicateurs de suivi et intégrer l'économie circulaire dans leur gestion patrimoniale. Et puis derrière, au niveau des territoires, c'est vraiment caractériser cette question de mine urbaine au plus tôt
pour pouvoir anticiper et mettre en place des filières locales. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de là où on en est? On en est aux prémices, on a déjà fait beaucoup d'efforts, et est-ce qu'on s'est fixé des objectifs par rapport au réemploi, par exemple, ou à la réutilisation de matériaux du bâtiment? Aujourd'hui, on en est clairement aux prémices. Parce qu'il y a deux gros vecteurs sur lesquels il y a une action publique très forte au niveau français et au niveau européen. C'est la question de l'éco-conception et la question de la gestion des déchets du bâtiment. Sur l'éco-conception, on voit qu'on a la réglementation justement avec le E+C- et la réglementation 2020. On intègre dans le périmètre réglementaire, chose qu'on n'avait pas fait avant, donc qui est quand même déjà un gros pas, on intègre les impacts qui sont associés aux produits de construction. Aujourd'hui, ou demain dans la future réglementation, avec un indicateur carbone. La loi Elan vient intégrer le fait que dans une évolution ultérieure, on intégrera également des indicateurs associés à la matérialité, en termes de recyclage, en termes de réemploi. Et donc, l'économie circulaire est clairement une des grosses facettes de l'éco-conception, et ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement. Deuxième sujet, les déchets. C'est vraiment un sujet d'actualité puisqu'on a le projet de loi anti-gaspi sur l'économie circulaire qui est en ce moment en cours d'analyse, et avec le constat en tout cas qu'on est sur des volumes qui sont très importants, sur lesquels on n'a pas forcément fait beaucoup de choses, et on a encore il y a beaucoup de sujets à faire, et donc voilà. Il y a encore beaucoup de sujets et on n'est pas encore eu. Sur cet aspect, et on va venir tout de suite, là pour le coup la transition est toute trouvée sur les déchets, mais avant, sur ce décor, vous industriels et puis vous promoteurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, et est-ce que vous ajouteriez quelque chose de votre point de vue d'industriel? Non, on est complètement en phase. C'est sûr qu'on a deux sujets à traiter, qui est l'économie de ressources et aussi comment on peut baisser notre bilan carbone de nos menuiseries pour demain ou nos façades. Donc c'est vraiment les deux secteurs, mais ça part de la conception. C'est-à-dire qu'on peut parler du passé, mais ce qui est aussi important, et on le voit avec des labels style le Cradle to Cradle, c'est comment on fait pour la conception des produits actuels pour le futur, c'est comment on fait pour créer des produits qui généralement généreront beaucoup moins de déchets que ce qu'ils génèrent aujourd'hui. Donc c'est vraiment en plusieurs étapes. Il y a comment on traite le passé et comment dans le futur on aura des produits qui seront plus civiques, on va dire, voilà, et plus développement durable. Il y a deux aspects pour l'industriel. Oui, tout à fait. Du côté du promoteur, quels sont les aspects économie circulaire qui pour vous sont les plus importants, avant même de parler d'exemples? Oui, effectivement, d'être un exemple, non. Alors nous, au départ, ça a été l'intégration, je l'ai dit, des granulats de béton recyclé par rapport au gravat qu'on avait à disposition. On avait un producteur qui a été capable de pouvoir réemployer ces gravats. Il était démolisseur, il avait des gravats. Depuis un certain nombre d'années, il a développé. On peut les réutiliser. Comment nous, on peut le faire pour les remettre dans des bétons de coulage structurant ou pas. Mais également, ça a été cité tout à l'heure, l'éco-conception. Comment concevoir notre bâtiment pour que demain, quand il soit déconstruit de manière sélective, il puisse être déconstruit en ayant le meilleur recyclage possible des ouvrages qu'on aura construits aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu comme l'industriel, deux aspects. Comment on fait avec ce qui existe et ce qu'on a à disposition ou pas, et comment on prévoit pour demain. On va partir chez Vicona. Et je voudrais que vous nous expliquiez, parce que c'est une démarche assez exemplaire d'industriel, vous avez mis en place un système de collecte, de recyclage et de fabrication de menuiserie avec ces aluminiums issus du recyclage. Cette idée, comment vous partez? D'où vous partez? On part du principe qu'aujourd'hui sur le marché, le bâtiment, mais aussi l'aluminium, est sous pression. Parce qu'on n'est peut-être pas les mieux disants, et l'image, notamment en empreinte carbone, est assez importante sur le bâtiment, comme me l'a expliqué le monsieur du CSTB. Donc ça c'est le point de départ, et c'est comment on peut être mieux disant sur ces sujets-là. Plus vertueux par rapport vertueux, c'est vraiment l'élément fort. Une fois qu'on a dit ça, l'avantage du groupe Hydro, c'est qu'on part de l'extraction de la bauxite. Le groupe Hydro, ceux qui ne connaissent pas. Ah pardon, le groupe Hydro est un groupe norvégien qui part de l'extraction de la bauxite jusqu'à la production d'aluminium et de fenêtres. Et donc le groupe travaille depuis plus de 10 ans sur comment travailler sur la recyclabilité de l'aluminium, puisqu'on sait qu'à partir de l'aluminium primaire par rapport à l'aluminium recyclé, sur l'aluminium recyclé, on n'utilise que 5% d'énergie. Donc c'est un élément hyper important, notamment quand on parle de consommation de matériaux.
Et on sait si aussi... on donne des niveaux carbone, entre guillemets, Oui. à l'aluminium à la fois l'aluminium qu'on va trouver en Chine, qu'on va trouver en Europe et qu'on retrouvera avec des produits recyclés, Oui. Hein. C'est quoi les niveaux? Un kilo d'aluminium produit en Chine à partir de mine carbone, de charbon, c'est à peu près du 20 kg par kilo de production d'émissions de carbone. En Europe, en moyenne, on est autour de 6-8 et le produit hydrocircal est à 2,3. Donc on divise par 2 la production de bilan carbone pour la production d'une fenêtre. En fait, c'est toute la démarche, elle porte sur comment réduire l'empreinte carbone en utilisant les mines urbaines qui existent. Parce qu'on sait que les bâtiments qui ont été produits avant les années 70 on va avoir des marchés de rénovation importants liés aux nouvelles réglementations. Et donc, c'est comment on récupère l'ensemble de ces menuiseries ou de ces façades pour en refaire de l'aluminium et pour qu'on rentre vraiment dans une économie circulaire. Et c'est tout ce travail-là qui a été travaillé depuis une dizaine d'années, puisqu'il faut qu'on produise un aluminium avec le bon niveau et le même niveau de qualité. Donc ça veut dire que vous avez mis en place, déjà il a fallu aller chercher l'aluminium. Oui. Il faut, j'imagine qu'il y a un process industriel pour le mettre à niveau, pour pouvoir le réutiliser. Comment ça se passe un petit peu rapidement? Alors en fait, pour être simple, on collecte des menuiseries sur des bâtiments qui sont... Alors aujourd'hui, l'usine est en Allemagne, parce que comme l'a dit le monsieur, on est vraiment dans les prémices et on démarre. Donc on a une usine en Allemagne, bientôt on en aura une en Espagne, on est en train de dupliquer ces concepts. Mais on récupère des menuiseries dans le pourtour de l'usine. Ces menuiseries, on enlève le vitrage et il reste la fenêtre. Elle est déchiquetée. Le vitrage, rassurez-moi, vous ne le jetez pas. Non. Il finit en laine de verre. Oui, non, on ne jette rien. Tout est recyclé. Donc on prend la menuiserie aluminium, telle qu'elle est, avec des joints, avec des accessoires. C'est déchiqueté une première fois et on commence à écarter l'aluminium des autres matériaux par des pesées, par un système de laser. Puis on repasse un deuxième point, on redéchiquette l'ensemble des produits pour avoir ce qu'on appelle des petites chips d'aluminium. Et ces petites chips, en fait, elles sont à nouveau, elles passent sur des tapis laser qui éjectent à nouveau les particules qui ne sont pas aluminium. Une fois qu'on a ce matériau-là, on les envoie dans un autre site qui est en Luxembourg, qui est à Clairvaux. Et sur ce site-là, ce qu'on fait, c'est qu'on retraite, parce qu'il reste encore de la laque ou des traitements. Donc on refond les lacs, on les enlève pour avoir de l'aluminium pur et on recoule pour refaire des billettes, pour refaire de l'aluminium. Ce que vous venez de nous décrire, c'est un process industriel Oui. qui pourrait paraître, on va dire, assez carboné. Oui. Par rapport à du carbone, excusez-moi, de l'aluminium neuf, Oui. on est vraiment très en dessous, c'est ça? Oui, on est à 2,3 kg par kilo d'aluminium produit. Il faut savoir, par exemple, il y a du travail qui a été fait. Quand on enlève les lacs, la chaleur qui est créée par ça, c'est réutilisé dans l'usine pour faire de la fonte d'aluminium. Donc vraiment, tout le process a été travaillé. Monsieur Laurenceau, vous voulez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? Ouais, je voulais réagir sur plusieurs points. C'est vrai que là, le chiffre qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a un facteur 20 dans la fabrication de l'aluminium en recyclage et à partir de ressources qui sont extraites, puisque ça c'était le chiffre justement qui était avancé de 5% de consommation d'énergie et donc d'émissions de carbone. Après, il y a là-dessus justement, il y a deux enjeux majeurs qui sont en train d'être pris en compte petit à petit et développés. C'est pour ça qu'il y a encore un très fort potentiel de développement autour de l'économie circulaire. D'abord, il y a un sujet autour de la maîtrise des impacts sanitaires, parce qu'on est en train de recycler ou de remettre dans la boucle des matières qu'on ne sait plus forcément très bien caractériser, on ne sait plus forcément ce qu'il y avait dedans, donc il y a un besoin de renforcer quelque part aujourd'hui sur un principe de précaution. On a un potentiel. Je vous arrête sur ce point, on ira sur le deuxième point après. Sur cet aspect-là, comment vous avez travaillé sur l'aspect matière, de trouver la bonne matière qui vous donnera la sécurité nécessaire pour produire les menuiseries ensuite? Donc, pour l'instant, ce qu'on démolit, on va dire, c'est des menuiseries qui sont ce qu'on appelle en gamme froide, où il n'y a que de l'aluminium avec un certain nombre d'accessoires. Donc le système de déchiquetage qu'on a fait qu'on écarte les matériaux qui ne sont pas de l'aluminium
et que la matière qu'on récupère, c'est propre finalement. C'est propre. Aujourd'hui, on n'a pas des barrettes qu'on aurait pu créer il y a quelques années, quels que soient les matériaux. Donc aujourd'hui, ce qu'on récupère, et c'est pour ça que cette mine urbaine est très importante et très intéressante. Le process devra évoluer parce qu'en effet, plus ça a été, plus on a mis d'autres types de produits. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de la matière qu'on récupère, on est sur un aluminium qui est très propre. Qui est très propre. Donc deuxième point que vous vouliez aborder. Le deuxième point justement, c'est au travers de ce process industriel, c'est le fait d'avoir des matières premières secondaires qui sont de qualité constante. Parce qu'en fait, on a développé tout un tas de process industriels pour avoir des matières premières en qualité constante pour les intégrer dans les process industriels. Sur les matières premières secondaires, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour avoir des granulats recyclés qui sont après compatibles avec une réintégration dans les bétons, pour avoir un aluminium qui est compatible avec un process de recyclage, pour avoir du PVC, du verre plat, du plâtre, qui peuvent après être réintégrés sans risque dans les outils de production. Il y a tout un développement industriel autour de la constance de qualité de ces matières premières secondaires. Et comme on part d'une mine qui, si on ne fait pas forcément beaucoup de tri à la source, on se retrouve avec un certain nombre de mélanges, il faut arriver à bien isoler les matières les plus intéressantes. Et là, il y a un vrai potentiel. Et un vrai potentiel. Eh ben, on va aller voir comment ça se passe du côté du granulat béton. Expliquez-nous un petit peu, vous, quelle a été votre démarche. Et ensuite, justement, sur cette problématique de qualité, c'est intéressant. Oui, effectivement, on va reparler de la qualité. Nous, l'économie circulaire, comme on l'a traité, on construit un bâtiment. Il y a un terrain. Au départ, c'était de se dire quelles vont être les ressources pour nous permettre de faire de l'économie circulaire. Alors au départ, le mot économie circulaire, finalement, ça veut dire quoi? Nous, au départ, on s'est dit en mars 2017, on va capter au plus proche de nous quels vont être les moyens avec des ressources primaires pour pouvoir les appliquer sur notre bâtiment qu'on va construire. Et en fait, c'est pas neutre. En mars 2017, j'avais eu la chance, dans une réunion de prescription, d'entendre qu'il y avait une réglementation environnementale 2020 qui était à l'écriture. Deux aspects, l'énergie et le carbone, mais surtout le nouvel indice, le carbone. Sur cet indice carbone, c'est quel est le poids carbone de l'ouvrage qu'on construit, qu'on déconstruira et qu'on pourra recycler. Le béton, ça a été en tout cas au départ le premier axe de travail. À Chartres, on avait un opérateur qui était Granudem, qui a développé depuis 10 ans, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de prendre les gravats, de les séparer de son acier, d'enlever les fines, de les développer et d'en faire des granulats. Et ces granulats, on pouvait les remettre dans des bétons, mais il y avait un blocage. Ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que ces granulats, personne ne les utilisait finalement. Non, alors en fait si, on les utilisait, mais pour les mettre dans les sous-couches routières au départ. Et l'objectif pour lui, dès le départ, c'était de les mettre dans des bétons de coulage. Alors les bétons de coulage, on a les bétons prêts à l'emploi, ceux qu'on coule pour les dalles pleines par exemple. On a les bétons préfabriqués, parce qu'aujourd'hui on préfabrique de plus en plus sur des bâtiments d'ouvrage courant. Nous c'était un immeuble, donc on pouvait préfabriquer. Et également les bétons manufacturés. Et donc l'objectif c'est de les mettre dès le départ à travers la prescription. Donc nous on l'a prescrit dès le départ parce que la norme l'autorisait. Donc effectivement on s'est posé des questions sur la qualité au départ, parce que nous on construit, moi clairement je construis un bâtiment pour quand même des clients, des acquéreurs qui sont présents. Il ne fallait pas perturber le coût de construction. Est-ce qu'on allait pouvoir faire le prix du mètre cube de béton coulé sur site au même prix que ce qu'on fait d'habitude, de ne pas faire augmenter notre feuille de route? Et en termes de qualité, dès le départ, on a mis le CERIB autour de la table, le Centre d'études et de recherche d'industrie du béton, voilà, autour de la table, le groupe Unibéton qui nous a accompagnés également, la TPE, PME qui était pressentie pour l'opération. On a également mis l'opérateur Granudem qui était là, et tout le monde autour de la table pour faire le cycle de l'école. Vous avez agrégé tout le monde, et ce qui est intéressant aussi dans votre projet, c'est qu'on n'a pas, c'est pas une major, c'est une entreprise locale de taille normale. Enfin, c'est quelqu'un qui a priori ne partait pas là-dessus. Non, la chance que j'ai eue également aussi, il faut le dire, c'est que l'entreprise nous accompagne, l'entreprise qui allait appliquer le béton, nous accompagne dans cette démarche. Effectivement, c'est une histoire de fédération au départ, de se dire est-ce qu'ensemble on va pouvoir réussir. Et on l'a fait. Je rassure, ça n'a pas fissuré pour le moment. Et le béton il est gris, mais surtout, je dirais aussi une chose, c'est que dans la notion de prescription au départ, en fait, la norme l'autorisait. Et la norme l'autorise aujourd'hui. Il ne faut pas déborder, c'est sûr, parce que nous, on ne peut pas le faire en dehors des normes, c'est évident. Mais en tout cas, on avait la ressource. En tout cas, vous aviez la ressource, vous aviez la norme, donc vous aviez tout pour le faire. Et jusqu'à présent, finalement, ça ne se faisait pas vraiment.
ça ne se faisait pas du tout. Est-ce que c'est une démarche que vous allez systématiser? Alors, le mot systématique, il était dès le départ dans l'approche de l'économie circulaire. En tout cas, notre approche. Circuit court, faire en sorte, mais en tout cas d'être reproductible et accessible à tous. En fait, l'exemple, il est assez concret. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine un mois, il y a une entreprise autre que celle qui a travaillé sur la résidence Le 11, qui a appelé la centrale à béton qui nous a accompagnés pour commander des bétons. Et a dit, voilà, moi je veux cette formulation béton pour l'appliquer. Donc c'est une toute petite TPE-PME, ils sont moins de 20, et ils l'ont coulé sur 30 mètres cubes sur une opération à nous, mais en tout cas, ils ont pu le faire. Donc que ça soit accessible à tous. Là-dessus, vous avez travaillé 4 axes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et assez rapidement, s'il vous plaît, Ouais. et pourquoi? Alors, le premier axe, c'était, j'ai dit, l'intégration des graves de béton recyclés, le label E+C-, donc l'énergie et le carbone. On a travaillé le mix énergétique sur les typologies, les petites surfaces en tout électrique, les grandes surfaces en 100% gaz, la gestion des parties communes, la gestion de la facture finale pour l'acquéreur. On a aussi développé avec l'architecte qui a été monté en compétence une maquette numérique BIM en phase chantier opérationnel. Pour que ça serve en termes de quantité pour les entreprises, qu'elles puissent faire leur plan d'exécution grâce à la maquette en modifiant les propriétés en fait, qu'il y avait dans 2 corps d'état, la menuiserie extérieure et la plâtrerie, pour les gestions, le stockage et le recyclage à travers les déchets qu'ils vont produire. Faire en sorte que les maintenances soient courtes et les circuits courts. Circuit court, et le chantier. Est-ce que c'est un chantier bas carbone aussi? Est-ce que vous avez travaillé sur la phase chantier? Alors, sur la phase chantier, on a dû y travailler obligatoirement parce qu'on est sur un foncier très confiné. Donc on n'avait pas beaucoup de place. Donc les déchets, c'était un vrai sujet. Où allons-nous stocker nos déchets? Comment on organise nos rotations? Eh bien, avec l'entreprise, on a développé un principe de rotation, de gestion des déchets par affectation, pour pas que tous les déchets partent en DIB, en tout cas qu'ils soient bien ciblés et qu'ils partent en cycle. Sur la ressource, tout à l'heure, la ressource primaire, l'économie des ressources, c'était qu'en Eure-et-Loire, on a plein de carrières de calcaire. D'accord. Et donc, c'était important de citer que le calcaire et le GBR, aujourd'hui, il y a une différence de coût, mais en application sur les volumes qu'on utilise, c'est très peu lié à l'économie. Voilà, vous êtes resté au même coût. Hein. Oui. Tout à fait. Enfin, sur le gros œuvre, sur le mètre cube de béton, c'est 2% de hausse. Donc, ce qui n'est pas du tout excessif. Non. Qu'est-ce que ça vous inspire au CSTB? Puis ce sera une forme de conclusion par rapport à ces 2 expérimentations. Par rapport à ces 2 expérimentations, moi, ça m'évoque quand même 2 choses. Alors, premièrement, c'est déjà, l'économie circulaire, c'est pas justement pour demain, c'est pas sur les produits qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui qu'il faut travailler la recyclabilité, la réemployabilité. Ça, il faut le faire. Mais déjà, sur l'existant, sur la collecte de fenêtres, sur le travail du granulat recyclé, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Un chiffre, 70% du parc de logement en 2050 est déjà construit en 2005. Donc, se poser la question uniquement de ce qu'on est en train de mettre en œuvre, on est quand même en train de passer à côté d'un gros morceau. Et après, voilà, on voit que au travers de ces 2 retours d'expérience, il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place. C'est un peu plus complexe parce que ça demande de mettre en place un écosystème pour collecter, pour avoir une constance de qualité, pour être capable après de capitaliser de l'information pour faire en sorte que ce sera plus facile d'optimiser le cycle suivant. Mais il y a quand même de belles choses qui sont en train de se mettre en place, il faut continuer. Et voilà, tout simplement. Voilà. Continuons donc. Voilà, continuons. Et après aussi, allons un peu au-delà du critère carbone, qui lui aujourd'hui est un driver d'un certain nombre de mesures. C'est important, mais ce n'est pas le seul critère. Il ne faut pas oublier tout le reste. Dans l'économie circulaire, comme je le disais au début, le carbone est un enjeu. C'est très important pour certains matériaux. L'aluminium en est un. Sur d'autres types de produits comme les granulats, on est sur d'autres types de sujets, sur la limitation des déchets, sur l'activation des ressources du territoire, sur le fait d'avoir des boucles vertueuses. Et il faut travailler ces autres critères et passer au-delà et justement avoir une approche un peu plus systémique de l'économie circulaire. Merci. Alors, chez Vicona, aujourd'hui, on en est où? Vous commercialisez des menuiseries donc avec cet aluminium. Oui. Elles ont les mêmes propriétés ou Oui, complètement. Donc en fait, on commercialise chez Vicona toutes nos façades sont maintenant plus qu'en hydrocircale, toutes 100%. On fait plus que ça. Et ensuite, on fait aussi une menuiserie qui est la 75 Max qu'on commercialise uniquement comme ça. Et petit à petit, on va mettre de plus en plus de produits dans ce type de produits. Comment ça a été qualifié pour répondre à votre question? En fait, c'est des cabinets norvégiens
qui qualifie qu'à chaque lot qu'on produit avec ce système-là, on est dans les mêmes qualités, puisque sur deux bâtiments, on est en 6060, qui est le matériau qu'on doit utiliser, et exactement les mêmes qualités que sur un matériau de première fusion. Donc pour moi, utilisateur ou moi, architecte, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucun impact. Le prix, peut-être? À l'instant, le prix est exactement le même. Comme le monsieur, on a fait un choix, ce que j'appelle un choix militant. On veut développer ça et c'est important pour nous de promouvoir parce qu'en effet, on est au début et il faut faire de la promotion pour que l'économie circulaire rentre dans nos choix dans vos pratiques économiques. Et dans vos choix. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est limpide. Oui, c'est limpide. De votre côté, et ce sera votre conclusion également, donc on a vu que vous n'aviez pas forcément systématisé, mais vous partez dans cette démarche également. Oui, tout à fait. L'objectif, c'était de faire de la R&D sur un bâtiment laboratoire, mais pas que, c'était que ce soit reproductible, adapté à tous, et qu'on puisse le refaire aujourd'hui, et c'est le cas, donc tant mieux. Tant mieux, et j'espère que, en tout cas, Pierre et Territoire ne sera pas le seul à le faire, et que les autres, y compris les acteurs locaux et publics, le feront dans leur projet en rue qui peut s'appliquer, c'est applicable. Est-ce que vous avez informé les gens qui habitent aujourd'hui dans ce bâtiment de la démarche? Est-ce que vous avez fait une information? Est-ce que vous leur avez dit, voilà, vous avez un bâtiment un petit peu plus vertueux? En fait, au départ, non. Et c'était un choix pour pas que ce soit un outil commercial. Puisqu'on aurait pu tomber dans le travers, c'est un outil commercial ou un outil de communication. Donc non. En revanche, avec un certain nombre de communications qu'il y a eu après, les clients l'ont su et sont venus nous voir, ils nous ont posé la question, mais en fait, il a quoi ce bâtiment particulier? Et quand ils l'ont su, en fait, surtout sur les bétons, ils se sont dit qu'eux-mêmes allaient habiter un logement qui avait participé à quelque chose, voilà, qui s'était déconstruit à proximité, reconstruit par un acteur local. Donc, on sent qu'il y a du sens. Ça a derrière. Du sens. Donc, l'économie circulaire a du sens. Et ce sera donc un sens circulaire, mais ce sera notre mot de la fin. Merci d'être venu nous parler sur le plateau de Batijournal TV, donc d'économie circulaire appliquée au bâtiment. Une émission à retrouver sur notre site internet ainsi que toutes les émissions que nous réalisons ici à Batimat 2019. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu jusque-là. Merci.